Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la situation inquiétante au Tchad. Des tirs ont été entendus près du siège du Parti socialiste. L'organe dirigé par le cousin du président Mahamat Déby est accusé d'avoir mené une attaque contre le siège des services de renseignement. Une attaque qui intervient au lendemain de l'annonce de la date de la présidentielle. Les détails à suivre. Le Sénégal, dans l'attente d'une date pour la présidentielle. Les deux commissions qui s'étaient réunies hier à l'issue du dialogue national préconisent celle du 2 juin. Le président Macky Sall ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. Il présidait ce mercredi un conseil des ministres avec au menu le projet de loi d'amnistie pour la réconciliation nationale. La nomination d'un nouveau Premier ministre en Guinée, elle intervient 8 jours après la dissolution du précédent gouvernement. Il s'agit d'Amadou Riba, l'économiste et un acteur majeur de la scène politique guinéenne. Les réactions après sa nomination à Conakry dans un instant. Ces tensions au Tchad, des tirs sporadiques ont été entendus mercredi à N'Djamena, près du QG du Parti socialiste sans frontières, un parti accusé par le gouvernement d'une attaque la nuit précédente contre le siège des services de renseignement. Il y aurait plusieurs morts, des violences qui interviennent juste après l'annonce de la date de la présidentielle. Laurent Berstécher. En plein cœur d'N'Djamena, des véhicules blindés roulent à toute allure vers le QG du PSF, le Parti socialiste tchadien, assiégé par l'armée. Quelques heures plus tard, le bâtiment criblé de balles affichait les séquelles des lourds échanges de tirs qui ont retenti toute la matinée dans la capitale tchadienne. Un peu plus tôt dans la journée, les autorités avaient accusé le PSF d'être à l'origine de plusieurs attaques contre des magistrats et des membres des services de renseignement. Une tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême a été fomentée par le secrétaire chargé des finances du Parti socialiste sans frontières, ce qui a conduit à son arrestation. Cependant, la situation a pris une tournure dramatique avec une attaque délibérée des complices de cet individu menée par des éléments du PSF et à leur tête le président de ce mouvement, Yaya Dillo, contre les locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État, occasionnant plusieurs morts. Le chef du Parti socialiste, Yaya Dillo, nie toute implication dans l'attaque et dénonce une tentative de l'éliminer politiquement à l'approche de l'élection présidentielle. Cette montée des tensions intervient au lendemain de l'annonce du calendrier électoral, avec un premier tour prévu le 6 mai prochain. Et même si sa candidature n'est pas encore officielle, l'actuel président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, devrait se présenter. Porté au pouvoir par l'armée suite à la mort de son père en 2021, il avait immédiatement promis de rendre le pouvoir aux civils avant de finalement repousser l'élection de 2 ans. Et au Sénégal, on ne connaît toujours pas la date de la présidentielle. Les commissions réunies hier à l'issue du dialogue national préconisent l'organisation du scrutin à la date du 2 juin. Mais le président Macky Sall n'a pas encore tranché. Bilal Tarabé. La crise politique au Sénégal est-elle en passe de se terminer ? La commission, réunie dans le cadre du dialogue national de 2 jours convoqué par Macky Sall, a remis ses conclusions. Elle recommande la tenue de l'élection présidentielle le 2 juin, bien avant le mois de décembre, comme fixé par les députés précédemment. Et selon des participants, cette date fait l'objet d'un large consensus. Ce qu'on peut retenir, c'est que la date du 2 juin a été la bonne date retenue par 99% des intervenants. Parce qu'on tient compte de l'hivernage. Il faut qu'on fasse l'élection avant l'hivernage. Une élection avant la saison des pluies, donc, qui commence en juin-juillet et après les périodes de carême et de ramadan. Problème, légalement, le mandat du président Macky Sall s'achève le 2 avril. On s'est fondé sur l'alinéa 2 de l'article 36 de la Constitution, qui dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du président nouvellement élu. Donc là, je pense que c'est assez clair et que l'idée la plus répandue est que cette disposition-là suffit pour justifier que le président de la République reste en fonction après le 2 avril. Enfin, la commission recommande la révision de certaines candidatures disqualifiées pour la présidentielle. La question est désormais de savoir comment va réagir l'opposition. 17 des 19 candidats à la présidentielle ont boycotté ces 2 jours de dialogue national. Et comment va réagir le Conseil constitutionnel alors que plusieurs de ses avis vont à l'encontre de ses décisions ?
C'est Macky Sall qui va désormais devoir acter ou non ces recommandations. Et Macky Sall présidait ce mercredi le Conseil des ministres. À l'ordre du jour, le projet de loi d'amnistie, un projet qui a été adopté par le gouvernement. Une amnistie dans le cadre de la réconciliation nationale voulue par le président. Elle devrait concerner les auteurs des faits se rapportant aux manifestations politiques entre 2021 et 2024. En Guinée, le mouvement syndical à l'origine d'une grève générale depuis 3 jours revient à la table des négociations après la libération d'un de ses membres. Par ailleurs, un nouveau Premier ministre a été nommé hier. Il s'agit de Amadou Ouriba, un acteur majeur de la scène politique guinéenne. Pourtant, les avis sont partagés sur sa nomination. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Amadou Ouriba, très connu sous le nom Baouri, est à 65 ans l'un des meilleurs connaisseurs de la politique guinéenne. En 2008, il devient pour la première fois ministre occupant le portefeuille de la réconciliation nationale dans un gouvernement de large consensus. Il a connu l'exil par la suite avant de rentrer au pays en 2016. Ces derniers mois, il est devenu l'un des rares soutiens de la junte au pouvoir. Au sein de la classe politique, sa nomination est diversement appréciée. Baouri, c'est un des doyens de la politique guinéenne. Et comme c'est un garçon intelligent, tenace, perspicace, qui met au-dessus de son intérêt l'intérêt supérieur de la nation, c'est pourquoi il a quitté l'exil pour revenir, pour servir sa nation, je pense qu'il va réussir. Je pense très sincèrement qu'il va réussir et il doit réussir. C'est une nomination qui, pour nous, est dans la continuité de l'esprit du CNRD, qui n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel, mais plutôt la confiscation des libertés, l'anéantissement des acteurs politiques et éventuellement le glissement du calendrier de la transition. Pour quelle fin, seul l'avenir nous le dira. Cette nomination intervient alors que le dialogue politique est au point mort entre les principaux acteurs de la classe politique et la junte au pouvoir. Ces acteurs réclament un dialogue direct avec les militaires, mais aussi la libération des anciens proches du président déchu Alpha Condé, dont l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. À cela s'ajoute la crise sociale que traverse le pays depuis lundi suite au mouvement de grève générale des centrales syndicales. Selon plusieurs observateurs, au-delà de ces crises, le nouveau Premier ministre devra ensuite donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre du chronogramme de la transition pour un retour rapide des civils au pouvoir prévu fin 2024. En bref, la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, a amorcé ce mercredi son retrait du pays. Un départ réclamé par Kinshasa, qui la juge inefficace. La MONUSCO a procédé à la remise officielle aux autorités congolaises de la première de ses bases du Sud Kivu. Un retrait qui intervient alors que l'Est du pays est en proie à une guerre contre notamment la milice du M23 soutenue par le Rwanda voisin. Cette vaste opération de déguerpissement à Abidjan, elle touche 176 quartiers et plusieurs dizaines de milliers de personnes. Des quartiers précaires qui se situent dans des zones à risque d'inondation ou de glissement de terrain pendant la saison des pluies. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. Dans ce qu'il reste du quartier de Banco 1, l'heure est à la colère et aux larmes. Plusieurs milliers de personnes vivaient dans ce quartier précaire avant que le district d'Abidjan l'intègre dans son opération de déguerpissement. 176 quartiers de la ville sont ainsi en train d'être démolis pour des raisons de sécurité et de santé publique. Ici, aucune solution de relogement ou d'aide financière n'a été proposée. Ceux qui ne sont pas accueillis par leur famille survivent dans les ruines sans eau courante ni électricité. Bon, voici ce que moi j'ai pu récupérer. Dans tous mes affaires, seulement mon cahier. Les habits, tout est resté. C'est les cahiers seulement et puis mes documents, j'ai pu sauver. Ce qu'il faut à nous, là, non, un être humain ne peut pas faire ça. Le quartier abritait également une école primaire. 2 jours après la destruction, aucun des enfants qui n'y étudiaient n'a pu être accueilli dans un autre établissement, d'après cet imam qui est aussi le directeur de l'école. On avait 532 élèves. On ne sait pas aujourd'hui où mettre ces élèves-là. Les enfants, les CP1 en classe de CM2, sincèrement, on ne sait pas présentement où il faut se diriger, à qui il faut s'adresser. Le cas du quartier du Banco n'est pas isolé. Une autre école accueillant 1800 élèves a également été en partie détruite dans la même commune. Un peu partout à Abidjan, on s'active pour sauver un maximum d'affaires et de matériel avant le passage des bulldozers. Mais pour le vice-gouverneur, ces mesures sont nécessaires.
Chaque saison de pluie, nous déplorons des pertes en vie humaine avec des dégâts matériels très importants. Et ça a toujours été l'occasion pour les autorités de sensibiliser ces populations, de quitter ces zones à risque. La deuxième et dernière phase de cette opération devrait débuter le 9 mars et durer une semaine. On part à présent à Hafouz en Tunisie, une ville où la jeunesse est particulièrement touchée par le chômage. Pour s'occuper l'esprit et éviter de sombrer dans la dépression, certains jeunes ont décidé de rejoindre un club de musique et de chant. Laurent Berstécher. Comme tous les vendredis, ces élèves du lycée de Hafouz se réunissent dans une salle de classe délabrée pour répéter leur dernier morceau. Une joyeuse cacophonie qui représente un rare échappatoire pour ces jeunes Tunisiens. Ici, les jeunes ont beaucoup de temps libre et s'ennuient. Ils ne trouvent rien à faire. Ça peut entraîner des problèmes psychologiques, des problèmes avec la famille et les amis, du harcèlement et même des suicides. En Tunisie, près de 40% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Un fléau qui touche particulièrement Hafouz, petit village de 8000 habitants, où les taux de pauvreté, de décrochage scolaire et de suicide sont parmi les plus élevés du pays. C'est dans ce contexte que l'association Tunisia 88 ouvre ses portes en 2017 en partenariat avec le ministère de l'Éducation. À travers des activités musicales, mais aussi des ateliers de créativité et de leadership, elle apprend aux jeunes à travailler en équipe et surtout à reprendre confiance en eux. C'est un espace protégé où ils peuvent s'exprimer parce qu'on cherche leur voix, on cherche qu'ils pensent, on cherche leur perspective et on les demande de faire beaucoup de choses au sein de leur communauté. 7 ans après sa création, Tunisia 88 est aujourd'hui présente dans tous les lycées du pays, permettant chaque année à des milliers de jeunes Tunisiens de faire parler leur créativité. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Sarah Aboubakri, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.